Ok, parfait. Très bien. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Tommy Doda. Donc, personnellement, nous, on s'est rencontrés au L'Explorathon. Donc, c'était un hackathon organisé sur les données de la plateforme L'Explore. Donc, on s'est rencontrés dans son cadre. Et il avait fait part de son souhait de venir faire une conférence au cartel. Donc, il est actuellement en postdoc à l'EAVAG et il travaille sur le lac Kivu pour déterminer les impacts de l'extraction de méthane sur la stabilité du lac. Mais Tommy est originaire de Thonon, donc quelqu'un du coin. Il a fait ses études à l'EPFL, donc son bachelor et son master. Il est ensuite parti à Vancouver pour sa thèse de master à l'University of British Columbia, qui portait sur la turbidité d'un lac utilisé pour stocker les résidus de sable bitumineux en Alberta. Tu compléteras hein, s'il veut bien. Oh. Il a ensuite effectué son doctorat à l'EAVAG dans le groupe de physique aquatique sous la supervision de Johnny West et Damien Bouffard, dont certains d'entre vous connaissent. L'objectif de sa thèse consistait à quantifier les courants latéraux induits par refroidissement de surface qui crée un échange entre les eaux littorales et pélagiques, et c'est donc le sujet de sa présentation. Donc voilà, je te laisse prendre la main et on va juste enlever ici, comme ça au moins. Allez, c'est parti, à toi. Merci beaucoup Chloé et bonjour à tous. Merci d'être présents même si c'est un vendredi pendant les vacances. C'est bien d'avoir quand même des gens présents. Donc oui, comme Chloé l'a dit, je vais vous présenter un résumé d'une demi-heure de ma thèse qui portait sur ces siphons thermiques. Et donc pour ça, on va regarder les lacs avec un point de vue un peu particulier. Si j'arrive. On va en fait... Est-ce qu'on peut enlever Je sais pas. Alors, attends. C'est ici, je crois, non? Non. Ah, ouais. Normalement, ça disparaît, oui. Vas-y, clique sur la diapo pour voir si tu vas voir. Vous allez dans le plus. Là, ici? Ouais. Et c'est masqué le volet, les commandes de... Ah oui, les commandes flottantes de... Ah voilà, ok, ouais, bien, parfait, c'est parti. Le pointeur ne marche pas, mais bon, je vais faire avec. Oui, donc on va regarder les lacs avec un point de vue un peu particulier. Donc on va se déplacer le long d'un transect qui part des rives et qui va vers le centre du lac. Vous pouvez reconnaître que c'est la rive par ici. Et donc si on suit un transect comme ça, en général, on peut définir deux régions distinctes. La région littorale, donc qui est directement affectée par le bassin versant autour, qu'on utilise pour capter l'eau potable, où il y a aussi des rejets de centrales d'épuration, c'est aussi utilisé d'un point de vue récréatif. Et puis plus loin, au large, il y a la région du pélagique, qui est divisée en deux couches l'été, quand le lac est stratifié. Donc une couche d'eau chaude, l'épilimion, et une couche d'eau plus froide, l'hypolimion. Et donc, si on imagine maintenant que vous voulez prendre des mesures sur ce lac, vous vous intéressez à un processus particulier ou vous cherchez à comprendre l'écosystème du lac, en général, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un bateau et puis vous allez aller au milieu du lac faire vos mesures. En général, on considère que le milieu du lac, il est assez loin des rives, de telle sorte qu'on est peu affecté par tout ce qui se passe vers les rives. Mais on sait qu'on a ces gradients latéraux. Donc, si on regarde des composés dissous, des polluants ou même des particules ou certains organismes, il y a des différences entre ces deux zones, la zone littorale et la zone pélagique. Mais souvent, une hypothèse qui est souvent faite, c'est que nos mesures qui sont ici sont peu affectées par les concentrations de la zone littorale. Donc, si on imagine un composé particulier, on peut imaginer un polluant, cette hypothèse, elle dit que le polluant, il va petit à petit se diffuser vers la région pélagique, mais il va se diluer ou il va peut-être être consommé de telle sorte que ça va être très lent et il va complètement disparaître avant d'atteindre le milieu du lac. Donc, on a peu d'effets de ces composés-là de la zone littorale. Mais en fait, on voit que cette hypothèse, elle n'est pas toujours vraie.
et que cette représentation qu'on a du lac comme étant juste une représentation unidimensionnelle avec des flux verticaux, c'est une limite en fait. On ne peut pas tout expliquer avec cette représentation-là. Par exemple, il y a des observations qui ont été faites pour les gaz qui reportent des anomalies qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors là, c'est deux exemples, à gauche l'oxygène, à droite le méthane. Donc pour l'oxygène, vous voyez des augmentations d'oxygène, de concentration en oxygène durant la nuit, ce qui est difficilement explicable parce que durant la nuit, l'oxygène devrait être consommé et pas produit. Et à droite, vous voyez un pic de méthane proche de la surface. C'est une zone où normalement le méthane est consommé et ne peut pas être produit. Et donc, il y a d'autres exemples comme ça, plusieurs anomalies qu'on n'arrive pas à expliquer. Il y a plusieurs hypothèses possibles pour expliquer ces anomalies-là. Mais une hypothèse qui revient, qui est souvent mentionnée dans des articles assez récents maintenant, c'est qu'il peut y avoir en fait des courants qui connectent ces deux zones, la zone littorale et la zone pélagique. Alors maintenant, le courant, ce qui va changer, c'est que ça ne va plus être la diffusion lente des composés, ça va être beaucoup plus rapide, parce que maintenant, on parle d'advection. Donc, le courant va rapidement transporter ces composés avant qu'ils soient consommés, avant qu'ils soient détruits, et on va pouvoir les observer dans la zone pélagique. Donc, il y a vraiment besoin de comprendre ces courants-là, parce qu'ils rajoutent des flux qui sont maintenant horizontaux, et donc on passe d'une représentation verticale, comme une colonne d'eau, à maintenant une représentation 2D avec des flux horizontaux. Alors, ces courants-là, ils peuvent être créés par différents processus. En général, il y a le vent, et puis il y a aussi les échanges de chaleur avec l'atmosphère. Donc, moi, je vais vous présenter un de ces processus-là qui est dû au refroidissement de l'eau. Et c'est un processus qui est de plus en plus mentionné comme étant peut-être un processus clé dans ces échanges-là, mais qui est encore très peu étudié. Alors, c'est ce qu'on appelle le siphon thermique, et donc c'est très facile à créer, en fait. Si on regarde la recette pour faire un siphon, il faut que deux ingrédients. Donc, le premier ingrédient, il faut une pente, et donc c'est en général ce qu'on a quand on se déplace de la région littorale à la région pélagique. L'eau devient la profondeur d'eau augmente, et donc on a cette pente le long de ce transect. Le deuxième ingrédient, c'est de refroidissement à la surface, ce qui peut se produire durant la nuit ou en hiver, par exemple, aussi durant la journée. Et puis, il faut juste attendre un peu et normalement, on observe ce processus-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce siphon thermique exactement? C'est parfois appelé aussi circulation convective horizontale, c'est un peu un nom barbare, mais c'est pour dire que c'est un échange horizontal entre les zones pélagiques et littorales. Donc, on a un lac, on le refroidit, par exemple, durant la nuit. Qu'est-ce qui se passe? L'eau à la surface devient plus dense, parce qu'elle devient plus froide, et donc ça crée cette convection qui mélange la couche de surface. Donc c'est ce qu'on voit dans un profil de température classique. On a une couche où la température est homogène, et après, dessous, une couche qui est stratifiée. Et donc cette couche va augmenter en fonction du temps, va s'approfondir, donc c'est ce qu'on appelle la convection pénétrative. Et donc il y a un autre processus qui se produit en même temps, et qui est dû au fait que la profondeur varie le long de ce transect. Donc, les zones qui sont peu profondes, elles vont se refroidir plus vite, parce que pour le même flux de chaleur, le volume d'eau est plus faible. Donc, on obtient un refroidissement différentiel, donc les eaux qui sont proches des rives sont plus froides, et donc plus denses aussi. Et elles vont se mettre à couler comme une cascade, et donc ça donne ce courant de gravité qui est en rose sur le schéma. Et à la surface, il y a un courant inverse qui va vers la côte. Donc, ces deux courants, ça forme deux branches, et c'est ce qu'on appelle ce siphon thermique. Donc, c'est une circulation à deux branches entre les zones littorales et pélagiques. Alors, j'aimerais juste présenter trois grandeurs qui vont revenir souvent dans la présentation. La première grandeur, c'est ce qu'on appelle B0, c'est le flux de flottabilité, ou buoyancy flux en anglais. Ça indique quelle est l'intensité du refroidissement. HML, c'est la profondeur de cette couche mélangée. Et LML, c'est une distance entre la rive et le point où cette couche mélangée atteint le fond du lac. C'est vraiment trois paramètres qui sont importants pour comprendre ce processus, donc ils vont revenir plusieurs fois dans la présentation. Alors, ce courant-là, ce siphon thermique, il a été mentionné comme
pouvant avoir des effets sur différents processus. Apparemment, il pourrait modifier les bilans de masse. Par exemple, quand on regarde les gaz dans les lacs, le CO2, l'oxygène ou le méthane, il pourrait jouer un rôle. Il pourrait être un flux majeur de ces gaz-là. Il pourrait affecter les mesures du métabolisme, donc la production et la consommation d'oxygène. Il pourrait créer de la turbulence dans le lac. Et puis, il pourrait aussi affecter les organismes comme le zooplancton. Mais ça, c'est des suppositions, ça n'a jamais été encore prouvé. Et donc, il y a vraiment le besoin d'étudier ce processus plus en détail. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce processus? Il a été étudié en laboratoire, tout d'abord. Et donc, en laboratoire, certains scientifiques ont réussi à reproduire ce courant en refroidissant la surface de l'eau. Et ils ont pu relier l'intensité du courant, donc la vitesse du courant, au forçage, c'est-à-dire à ce B0, donc au refroidissement, et puis à la forme, à la géométrie du bassin. Mais évidemment, c'est en laboratoire, c'est des cas vraiment simplifiés, donc on ne sait pas si ces formules-là peuvent s'appliquer au lac. Dans les lacs, le courant il a été observé plusieurs fois, mais en général pour des événements très spécifiques, à certains moments de l'année. Donc, par exemple, au lac Léman, il a été observé, c'est le travail de fer au début des années 2000, où ils ont mesuré ce courant qui partait de la rive nord du lac. Donc là, c'est un exemple où on voit qu'il y a de l'eau froide qui coule. Et donc, ils ont regardé ça en hiver pour certains jours de l'hiver. Mais encore une fois, on ne comprend pas vraiment la fréquence du courant, quand il se forme, quand il est présent, quand il est absent. On sait juste c'est un courant pas très rapide, de l'ordre de quelques centimètres par seconde. Et puis, on sait qu'on peut le voir en mesurant la température parce que ça fait une cascade d'eau froide. Mais il y a beaucoup de questions qui restent. Quelle est sa saisonnalité? Est-ce qu'on arrive à le prédire? Et puis aussi, quelles sont ses implications pour le lac et pour la biogéochimie? Donc, c'est les questions que j'aimerais poser aujourd'hui. Il y en a 3. Donc, la première, c'est quand est-ce que le courant se forme? Quand durant la journée? Et puis quand durant l'année, en regardant différentes saisons? Est-ce qu'on peut le prédire, en fait? Et puis comment on pourrait le prédire? Et puis, au final, quelles seraient ses implications biogéochimiques? Donc, ce projet, c'est un plus grand projet. Donc, ma thèse, elle était liée à des mesures sur le terrain, des mesures in situ. Mais il y avait aussi 2 postdocs qui travaillaient à créer des modèles pour reproduire le courant. Donc, on fait des simulations numériques. Et je vais vous présenter ces deux approches aujourd'hui. Et donc, là, c'était supervisé par Damien Bouffard, donc, je crois que certains de vous connaissent. Allez, à Vague. Alors, notre site d'étude, ce n'est pas le Léman, c'est un lac beaucoup plus petit qui s'appelle Rodzé, qui est au centre de la Suisse, donc pas loin de Lucerne. Peut-être vous le connaissez si vous aimez l'aviron, parce que c'est un lac qui accueille souvent des étapes de la Coupe du monde d'aviron, parce qu'il est très protégé du vent, c'est sa particularité. Et nous, c'était ce qui nous intéressait, parce qu'on n'a pas envie d'avoir trop de mélange par le vent, sinon on n'arrive pas à observer notre courant. C'est un lac aussi qui est très allongé, comme vous pouvez le voir, il est eutrophe, puis il a cette région littorale, ici, au nord-est, qui est peu profonde, et donc on s'est dit, peut-être qu'ici, on peut avoir des courants qui sont créés depuis cette région littorale. Alors, on a installé des instruments dans ce lac, on a mis une station météo, et puis plusieurs mouillages à différents endroits. Donc, les mouillages, c'est des chaînes de capteurs de température, et puis on avait aussi des capteurs de vitesse qu'on appelle les ADCP, donc ils mesurent la vitesse de l'eau dans les 3 directions, et puis sur toute la colonne d'eau. Alors, on avait 2 mouillages, c'est ceux qui sont représentés par une croix MB et MT qu'on a laissé pendant 1 an, donc pour garder la saisonnalité. Et puis d'autres mouillages, les points rouges, qu'on a rajoutés à certaines périodes de l'année pour garder certains événements spécifiques. On a pris aussi des profils qui sont en blanc, des profils CPD. Et puis, on s'est intéressé vraiment à ces courants qui étaient produits par cette région littorale, donc qui coulent le long de l'axe principal du lac, donc l'axe X ici. Alors, pour commencer, regardons comment le courant se forme. Alors, pour ça, je vais vous montrer une simulation qui a été faite par Hugo, où on va regarder un transect et on va regarder la vitesse le long de ce transect. Donc, la couleur bleue, ça représente un courant qui va vers le littoral. Rouge, c'est un courant qui va vers le large. Et ici, c'est la couche mélangée dont je parlais avant. Alors, qu'est-ce qui se passe si on refroidit le lac? On crée cette convection qui part de la surface, donc c'est ces cellules convectives qu'on voit un peu partout, mais vous voyez qu'on n'observe pas vraiment un courant latéral. Il faut attendre en fait plusieurs heures, et là, à partir de
de quelques heures, on observe ici une circulation horizontale qui grossit au fur du temps, au fur et à mesure, et qui après occupe toute la région, des rives jusqu'à la zone pélagique. Donc on voit vraiment ces deux branches dont je parlais avant. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que le courant ne se crée pas tout de suite. Il a besoin d'un certain temps pour se créer. Et donc c'est ce qu'on appelle cette période de transition, taux T. Donc ça représente le temps qu'il faut entre le début du refroidissement et la création du courant. Alors après, on s'est dit, c'est intéressant, est-ce qu'on observe la même chose dans notre lac, sur le terrain? Donc, je vais vous présenter des mesures sur un cycle journalier, donc sur 24 heures, c'était en septembre. C'est les mesures qui ont été prises à NT, donc à une profondeur de 4 mètres, proche des rives, sur la zone pentue du lac. Et donc, on regarde 24 heures, il y a une période de refroidissement durant la nuit et une période de réchauffement durant la journée. Ici, on regarde la vitesse verticale de l'eau. Donc, quand c'est violet, c'est de l'eau qui va vers le haut. Quand c'est vert, c'est de l'eau qui va vers le bas. Et donc, on voit que durant la nuit, on a ces mouvements verticaux de bas en haut. Donc, ça correspond à cette convection dont je parlais avant. Ça s'arrête dans la journée, parce que dans la journée, on réchauffe le lac et cette convection s'arrête. Maintenant, on regarde la vitesse horizontale. Donc, violet, maintenant, ça correspond à un courant qui va dériver vers le centre du lac. Vert, c'est courant inverse. Et là, vous voyez que durant la fin de nuit et début de journée, on observe ce siphon, donc de l'eau qui coule vers le milieu du lac, vers le fond, et en surface, de l'eau qui va dans l'autre direction. Les lignes, c'est des isothermes, donc on voit la température. Donc on voit que ce courant, il est froid, il est stratifié durant la période où il coule. Alors, si on regarde maintenant chaque étape de sa formation, on observe une première période ici, c'est en fin de journée, où le lac est encore stratifié, mais commence à se refroidir et commence à se mélanger. Donc, on a cette convection qui mélange le lac. On a une deuxième période où le lac est bien mélangé maintenant, mais il n'y a pas encore de courant. Donc, c'est la période de transition qu'on avait observée dans le modèle avant. Et puis, on a une troisième période, où c'est quand il y a cette circulation, ce courant. Et maintenant, si on regarde cette période, on voit qu'il y a une grande différence entre le début du courant durant la nuit et puis la fin du courant durant la journée. Donc, durant la nuit, le courant se produit en même temps que la convection. On appelle ça la phase convective. Et durant la journée, il continue à couler quand il n'y a plus de convection, quand le lac se réchauffe. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il devient le plus fort et qui fluctue beaucoup moins que durant la nuit. Donc ça, c'était assez intéressant. On ne s'attendait pas du tout à ça. On pensait que le courant se produisait la nuit quand le lac se refroidissait. Alors, si on zoome un peu sur ces deux périodes-là, c'est juste la même figure, mais avec une meilleure résolution temporelle. On voit vraiment que durant la nuit, le courant, il n'est pas très fort, il fluctue beaucoup verticalement, et durant la journée, il devient beaucoup plus intense, il est beaucoup plus stable, et puis il est beaucoup plus stratifié, comme on voit avec toutes ces lignes. Donc, ça montre qu'il est beaucoup plus stratifié entre le fond et la surface. Et si on regarde à la vitesse verticale une nouvelle fois, on voit que la nuit, ces panaches convectifs, ces cellules convectives, arrivent à pénétrer en fait dans le courant, et donc on pense que cette convection détruit un peu le courant et le rend plus faible en fait, et l'empêche d'aller loin. Alors que durant la journée, il y a très peu de convection et très peu d'impact sur le courant. Donc ça donne quelque chose comme ça, un courant détruit durant la nuit par la convection et un courant beaucoup plus fort, un échange beaucoup plus fort en début de journée. Alors, on pourrait dire, bon, c'est bien joli tout ça, mais quels sont les impacts de ça? En fait, le message principal ici, c'est que le transport latéral entre les deux zones, c'est en fait pas durant la nuit qu'il est très fort, c'est la matinée, et en général, le courant s'arrêtait en milieu de journée. Donc, en fait, toute la matinée, c'est vraiment là qu'on avait un fort échange entre les deux zones. Et c'était quelque chose qu'on ne s'attendait pas avant, et ça peut avoir des conséquences si on pense à ce qui se passe durant la journée, la production primaire par exemple, ou le développement de certains organismes. C'est durant la journée que ces processus-là vont se créer en même temps que le courant. Et c'est aussi durant la journée qu'on prend la majorité de nos mesures et qu'on peut avoir un impact sur les mesures qu'on prend. Alors, si je reviens à ce cycle journalier, maintenant, on aimerait essayer de mieux prédire quand ce courant se crée et essayer de regarder sa saisonnalité. Donc, on avait ces différentes phases que j'ai présentées avant. Et donc, il y a cette phase d'initiation qui représente toute la période entre le début du refroidissement et le début du courant.
Donc, c'est ces deux périodes-là, une période où le lac se mélange et une période de transition. Et alors, ces deux périodes-là, la durée de ces périodes, en fait, elles peuvent être prédites à partir de l'intensité du refroidissement et puis de la forme du lac et de la stratification du lac. Alors, on peut mettre une condition de formation qui indique, en fait, quel ingrédient il faut pour que le courant se forme pour un jour particulier. En fait, il faut que le refroidissement dure plus longtemps que cette période d'initiation. Si le refroidissement est plus court, le courant n'a pas le temps en fait, de se former. Donc, ça veut dire que cette durée de refroidissement, tau C, doit être plus grande que cette phase d'initiation. Alors, on s'est dit, on va regarder ça maintenant sur toute l'année, voir quel jour de l'année on a cette condition-là qui est valide. Alors, si on fait ça, maintenant, vous voyez en bleu, c'est la période de refroidissement de l'ordre d'une quinzaine d'heures en général. Et en orange, c'est la période de mélange, donc le temps qu'il faut pour mélanger le lac. Donc l'été, le lac est très stratifié, il faut beaucoup de temps pour le mélanger, il reste stratifié en fait toute la nuit, alors que l'hiver, il est complètement mélangé, donc directement au début de la nuit, le lac est mélangé. Vas-y. Si on ajoute cette période de transition, on voit que c'est un peu l'inverse, c'est durant l'hiver que cette période de transition est plus longue et l'été, elle est plus courte. Et nous, ce qu'on veut, c'est la période où la courbe bleue est plus haute que les deux autres courbes. Donc, on voit que c'est cette période grise un peu. Donc, de la fin de l'été au début de l'hiver, c'est cette période-là où on pense qu'on va avoir beaucoup de siphons qui sont créés. C'est là que la condition est validée. Et si on observe la fréquence des événements dans ce lac-là, le lac de Rothsay, on voit que ça correspond plutôt bien à nos prédictions. Donc là, vous avez le pourcentage de jours pour chaque mois où on a observé un courant, on a observé un siphon. On voit que les premiers siphons, on les a observés en juillet, ils deviennent de plus en plus fréquents à l'automne, et puis l'hiver, on n'en observe plus à nouveau. Et donc, ça correspond bien à cette période qu'on avait pensée à partir de ces différentes période de temps. Alors là, c'est la saisonnalité de la fréquence du courant, mais on s'est demandé, est-ce que aussi l'intensité du courant varie en fonction de la saison? Et donc, pour ça, on peut essayer de tester ces formules que j'ai présentées au tout début, qui ont été trouvées en laboratoire, voir si elles s'appliquent sur le terrain, si on peut prédire l'intensité du courant à partir de ce B0 et à partir des différentes caractéristiques géométriques du lac. Donc, on teste ces formules maintenant pour toute l'année. Donc, en abscisse, vous avez les formules. Et puis, en ordonnée, c'est nos mesures de vitesse U et de débit U. Et on voit qu'on obtient une relation linéaire entre les deux. Donc, en fait, ces formules du laboratoire, évidemment, il y a beaucoup de variabilité naturelle, mais ça peut donner une première indication de l'intensité du courant. Et donc, si vous regardez la couleur, maintenant, chaque point, c'est un événement différent. Et donc, la couleur correspond aux différentes saisons. Donc, en orange, on est en été, en bleu, on est en hiver. On voit que le courant devient plus faible quand on passe de l'été à l'hiver. Et ça, c'est lié au fait que le refroidissement, il est plus faible l'hiver parce qu'il y a une moins grande différence de température entre l'eau et l'air. Donc, si on résume ça, le deuxième message de cette présentation, c'est que les siphons, ils deviennent plus fréquents à l'automne comparé à l'été, mais par contre, ils sont moins intenses, ils sont plus faibles. Mais si on regarde le volume d'eau qu'un siphon transporte, en fait, il n'y a pas une grande variabilité saisonnière. C'est plus ou moins toujours le même. Et donc, pour notre lac, on a vu que le volume d'eau transporté par un seul événement, donc en un jour, comparé au volume de la région littorale, en fait, c'est 1,5 fois le volume de la région littorale. Donc, en fait, toute la région littorale, elle est complètement, on va dire, évacuée par ce siphon, et même un peu plus que le volume de la région littorale. Alors, évidemment, toutes ces mesures, elles ont été faites dans un seul lac. Donc, la question d'après, c'était, mais par rapport aux autres lacs, est-ce qu'on observe des différences? Est-ce que c'est valide pour tous les lacs? Donc, pour ça, on a fait des mesures dans plusieurs lacs suisses à différents endroits, des lacs de différentes formes, des lacs qui étaient plus ou moins exposés au vent, etc. Et donc, pour tous ces lacs, on a installé une station météo et puis 2 mouillages, comme on avait fait pour le lac de Rothsay. Et puis, dans tous ces lacs-là, on a déployé ces instruments pour quelques semaines, en fin d'été, début d'automne.
Et on a observé des siphons dans 6 des 9 lacs. Les lacs pour lesquels on n'en a pas observé, en général, c'était des lacs qui étaient très exposés au vent et c'était très difficile d'observer ce courant. Et on a testé à nouveau nos formules. Sauf que maintenant, chaque point, ça correspond à un lac. Donc là, on ne regarde plus la variabilité temporelle au fil de l'année, on regarde la variabilité entre différents systèmes, entre différents lacs. Et on voit une nouvelle fois qu'on obtient des relations plutôt linéaires entre ce qu'on pouvait estimer comme intensité et ce qu'on mesurait. J'ai rajouté aussi ici les mesures de fer qui viennent du Léman, et on voit que c'est le point, c'est ici, ces deux points-là, on voit que ça suit bien la relation qu'on avait pour nos lacs. Donc évidemment, les lacs plus grands, qui ont des régions littorales plus grandes, on voit que le débit du courant il est aussi plus élevé, donc il y a encore plus d'échanges entre les deux zones, littorales et pélagiques. Donc, à partir de tout ça, l'idée, c'est d'avoir un peu une méthode pour prédire ces courants maintenant pour n'importe quel lac. Ça, c'est un travail qui est encore en cours, donc je vous présente un peu l'approche qu'on a, mais l'idée, après, c'est d'avoir un petit script, en fait, qui permettrait de prédire le courant pour n'importe quel lac. Alors, les données qu'on a besoin, il faut connaître la forme du lac, la bathymétrie, il faut connaître le forçage météo, puis il faut avoir une idée de la structure thermique. Donc, soit on a des mesures dans ces lacs-là, soit avec un petit modèle 1D, on peut prédire comment la température évolue en fonction de l'année. Et à partir de ça, on peut calculer tous les différents paramètres que j'ai présentés. On peut calculer cette condition de formation, que la phase d'initiation va être plus courte que la phase de refroidissement. Ça va nous dire que pour un certain jour, le courant va se créer. Et après, on peut calculer l'intensité du courant avec la formule de laboratoire que j'ai présentée avant, et aussi en corrigeant pour les effets du vent. Ça, c'est un travail qui a été fait par l'autre postdoc, Cynthia Ramon, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais il y a moyen de corriger. S'il y a du vent, on peut essayer de corriger ce transport. Et à partir de ça, on peut estimer la fréquence de ces courants dans un certain lac et puis leur intensité du transport journalier. Donc ça, c'est un travail qui doit être continué, mais on voit qu'on peut avoir une idée de l'importance des siphons dans un lac si on a ces données-là, si on connaît la forme du lac, si on connaît la météo et la structure thermique. Alors jusqu'à présent, je vous ai parlé, quand j'ai dit transport, c'était un transport d'eau, donc un transport purement physique. Mais nous, notre question qu'on avait aussi, c'était est-ce qu'on observe un transport d'autre chose, d'un élément en fait, est-ce qu'il y a un impact sur la biogéochimie du lac? Alors, on s'est intéressé au gaz parce qu'il y avait tous ces articles-là qui mentionnaient que ce courant pouvait avoir un effet sur les gaz. On a fait une expérience, encore une fois, dans le lac de Rothsay en novembre 2020, où on a mesuré les gaz avec des spectromètres de masse portatifs. Donc, on en avait un qui restait en permanence au-dessus de notre mouillage, puis un autre sur un bateau pour mesurer à différents endroits. Et on a pris aussi des profils CPD qui mesuraient aussi la concentration en oxygène. La première chose qu'on a voulu tester, c'est si on injecte un gaz dans la zone littorale, est-ce qu'on voit qu'il est transporté? C'était la première chose à vérifier. Donc pour ça, on a injecté un gaz inerte, du krypton, AM0, donc dans la région littorale, durant la nuit. Alors, ce qu'on observe ici, c'est la période de notre expérience. Là, c'est la vitesse du courant en fonction du temps. Durant cette période, il n'y avait pas vraiment de cycle journalier, ça se refroidissait en continu, donc on a un courant de l'ordre de 1 cm par seconde en continu. Et là, vous avez la concentration de krypton dans la zone littorale, à M0. Donc au début, elle est très faible, et puis on injecte le krypton à 4 heures du matin, et on augmente la concentration de quasiment 3 ordres de grandeur, et qui reste plus ou moins élevée durant toute l'expérience. Donc la question, c'était, est-ce qu'on observe aussi une augmentation de concentration de krypton à différents points plus au large, ce qui voudrait dire que ce courant transporte le krypton vers le large. Et donc, on a vu que c'était le cas. Donc, à chaque point, petit à petit, avec un délai, le temps qu'il faut pour le courant pour transporter le krypton, on a observé ce pic de krypton. Donc, il y a vraiment ce panache de krypton qui est transporté par le courant vers le centre du lac. Là, la courbe que vous avez ici, c'est ce qui a été mesuré dans la zone pélagique, donc déjà dans la zone qui est stratifiée. Et donc, si on regarde un profil maintenant, à quoi ça ressemble dans cette zone-là, on a en rouge la température, donc la couche mélangée, et après la thermocline dessous. En violet, c'est le courant. Donc, on voit que le courant, il fait une intrusion à l'endroit de la thermocline.
Et en noir, c'est la concentration de krypton. Donc, on observe un pic de krypton là où le courant fait cette intrusion-là. Donc, il y a vraiment, ce courant transporte le krypton aussi plus au large vers le centre du lac, à l'interface, en fait, entre la couche mélangée et l'hypolymion, donc à la base de la couche mélangée. Donc, on a vérifié ce transport de krypton. Maintenant, la deuxième question, c'était est-ce qu'il transporte des gaz qui sont naturellement présents dans le lac? Donc, on a regardé le cas de l'oxygène, parce que dans notre cas, on avait un gradient d'oxygène entre les zones littorales et pélagiques. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le pourcentage de saturation en oxygène en fonction de la distance à partir des rives vers le milieu du lac. Et donc, il y avait des concentrations plus élevées d'oxygène vers les rives à cette période de l'année, probablement parce que le lac il est eutrophe et donc il y a beaucoup de rejet de méthane dans la zone pélagique qui est ensuite oxydé, donc il doit consommer de l'oxygène. On pense que c'est pour ça qu'on a observé des concentrations plus élevées d'oxygène vers les rives. Et donc, c'est un gradient de l'ordre de 30 micromoles par litre par kilomètre. Et on a ce courant qui se produit en même temps. Donc, l'hypothèse, c'est que ce courant peut transporter, comme le krypton avant, en fait, peut transporter l'oxygène vers le milieu du lac. Et c'est ce qu'on a observé. Donc là, c'est les mesures en continu AMT. Donc ici, là, vous avez le courant donc, qui était présent durant toute la période de l'expérience. Et dessous, vous avez la concentration en oxygène. C'est une anomalie, donc c'est par rapport à la concentration qui est dans la couche mélangée. Donc si c'est bleu, ça veut dire qu'on a une concentration plus élevée que la concentration moyenne dans la couche de surface. Et si c'est jaune, c'est une concentration plus faible. Et on voit que vers le fond du lac, en fait, dans le courant, c'est là qu'on observe des concentrations d'oxygène plus élevées. Donc, ça indique que cette branche inférieure du courant transportait de l'oxygène vers le milieu du lac. Et comme le krypton, en fait, si on regarde le profil dans la zone pélagique, on voit qu'en bleu, c'est l'oxygène. On voit qu'on observe un pic d'oxygène juste à la base de la couche mélangée. Et c'est l'endroit où le courant crée cette intrusion. Donc, comme pour le krypton, on a un transport d'oxygène vers le milieu du lac. Et on a estimé ce flux d'oxygène, ce flux latéral, donc il est de l'ordre d'1 mol par mètre carré par jour. Et donc, c'est environ un ordre de grandeur plus élevé que ce qu'on suppose en général quand il y a ces bilans de masse qui sont faits pour les gaz. Le flux latéral, il est souvent inconnu, donc on l'estime avec des formules empiriques. Et en général, ce qui est utilisé, c'est on utilise la dispersion et ça donne en fait des valeurs qui sont un ordre de grandeur plus faible. Donc, on se rend compte qu'en fait, ce courant, il est beaucoup plus efficace que ce qu'on prend en compte en général dans ces bilans de masse pour les gaz. Donc, si on résume ce quatrième point, les siphons, on voit qu'ils transportent des composés dissous. On a regardé les gaz, mais on imagine que ça peut être le cas pour d'autres composés dissous, des polluants, des nutriments. C'est un transport beaucoup plus rapide que ce qu'on prend en compte d'habitude dans ces bilans de masse. Et ce dont je n'ai pas trop parlé ici, c'est un transport dans les deux directions. On a regardé la branche inférieure, mais on se souvient qu'on a aussi un courant de surface qui va dans l'autre direction. Donc, si on a un gradient opposé, on aura aussi un transport de la zone pélagique vers la zone littorale. Alors, juste pour vous montrer un peu l'effet que ça a sur le bassin entier, je vous ai montré des mesures à un point particulier, mais on peut regarder le lac en entier. Donc ça, c'était une simulation qui avait été faite par Cynthia Ramon, où elle avait mis un traceur numérique dans son modèle dans la zone littorale. Et si on regarde quand on refroidit le lac, ce qui se passe, eh ben, tout a été évacué en fait, vers le milieu du lac. Donc, pas seulement à ce point-là, mais tout autour du lac. Évidemment, le transport il est toujours plus fort quand il y a des zones littorales qui sont plus grandes. Donc, si on résume, si on répond à nos questions, donc quand le courant se forme-t-il, on a vu qu'il se formait de l'été à l'hiver. Ça va dépendre des lacs, bien sûr. Il peut y avoir des modifications, mais c'est plus ou moins la période où on s'attend à voir le courant. Il est plus fort le matin que durant la nuit. On peut essayer de le prédire si on connaît la bathymétrie, la météo et la structure thermique. Et on voit qu'il peut transporter des éléments dissous comme les gaz. C'est un transport advectif, donc qui est beaucoup plus rapide que la diffusion qu'on supposait avant. Alors, il y a encore beaucoup de choses à connaître sur le courant. On aimerait tester cette procédure-là. J'ai commencé à la tester un peu sur le Léman. J'ai fait un petit plan, une petite carte, je peux vous montrer après, qui montre un peu les zones dans le Léman où on s'attend à voir le courant. On aimerait aussi regarder un peu plus l'intrusion du courant, parce que là, on regarde vraiment
quand il coule vers la pente, mais on aimerait savoir aussi l'intrusion, en fait, jusqu'à où elle va, parce que c'est quelque chose qui est très peu compris encore. Et puis aussi essayer de comprendre pour toutes ces anomalies qui sont mentionnées dans différentes mesures, quelle est la contribution de ce courant, parce qu'il peut y avoir d'autres processus, évidemment, qui entrent en jeu. Donc voilà, en fait, l'image finale, c'est un peu cette image-là. Là, c'est un bilan de masse qui est fait pour le méthane. Et donc, il y a une composante clé dans ces bilans de masse, c'est les flux qui viennent du littoral et que souvent on néglige, mais en fait, qui peuvent être très importants selon le moment de l'année où on prend nos mesures. Et donc, c'est quelque chose à considérer plus dans le futur pour corriger un peu les mesures qui sont faites. Voilà, donc juste rapidement, j'aimerais remercier toutes les personnes qui étaient impliquées dans le projet, mais aussi toutes les personnes qui ont aidé pour les mesures. Donc, c'était beaucoup de terrain, donc il y a beaucoup de gens qui étaient impliqués. Le financement, c'était par le Fonds national suisse. Et les références, si ça vous intéresse. Et puis, je suis disponible pour toute question que vous pouvez avoir. Merci. Merci beaucoup, Tommy. On va commencer par des questions dans la salle. Tu peux peut-être enlever le partage d'écran. Attends, il y a quelqu'un qui parle. Oui, c'est pour enlever le partage d'écran. Oui, je vais enlever le partage d'écran. Ah oui. Oui. J'avais une question sur l'implication que cela peut avoir sur les pollutions anthropiques. Parce que, et du coup, pour mettre des mesures par rapport à ça, pour éviter toutes les pollutions, par exemple, je pense au rejet des stations d'épuration, des trucs comme ça. Est-ce que c'est possible que ça soit applicable d'éviter en fait tout ça? Dans le sens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour empêcher le transport? Ouais. Alors ça, ouais, évidemment, c'est pas facile parce que c'est un phénomène naturel, évidemment, qu'on ne peut pas tellement empêcher, hein, créé par le refroidissement, donc il va se créer dans tous les cas. Par contre, oui, donc c'est vrai que souvent, ces rejets-là, on s'attend à ce qu'ils soient peu transportés vers le milieu du lac si on considère que cette diffusion-là. Et donc, on voit qu'avec notre courant, évidemment, si le courant est présent, il peut transporter les polluants beaucoup plus rapidement. Mais on ne peut pas vraiment empêcher le courant. Donc après, pour moi, c'est plus une manière de dire qu'il faut peut-être penser à regarder ce processus-là comme étant du coup plus rapide que les processus qu'on considère en général. Et du coup, ça veut dire qu'il faut encore faire plus attention à ce qui est rejeté dans la zone littorale, puisqu'on peut avoir des effets directement dans la zone pélagique. Mais il n'y a pas vraiment moyen d'empêcher ce courant. Il faudrait empêcher le refroidissement à la surface du lac. C'est pas vraiment cool. Benjamin? En lien un peu avec cette question, est-ce que vous avez une idée en fait de l'impact de ces courants latéraux sur la remise en suspension potentielle de nutriments comme on peut observer avec les upwelling par exemple? Et aussi, est-ce que, par exemple, selon le type de composé chimique ou même notamment les processus d'absorption sur la matière organique, est-ce que en fait, ce courant peut avoir des impacts différents en termes d'intensité selon le type en fait de contamination qu'il pourrait y avoir ou de rejet dans les lacs? Alors, pour la première question, donc, par rapport à la resuspension, donc resuspension de sédiments, par exemple, ou resuspension de nutriments qui sont dans la zone, dans l'hypolignon. Ouais. Alors, peut-être vous étiez présent, je crois qu'il y a François Métra de l'EPFL qui a fait une présentation en janvier au cartel. Il regarde aussi ces courants dans le Léman. Il en a sûrement je crois qu'il en a parlé, ouais. Et donc, la différence dans le Léman, c'est que c'est des courants qui sont plus rapides, comme j'ai mentionné, plus rapides que dans les petits lacs. Donc, dans notre cas, en fait, le courant, il est trop faible pour vraiment créer de la resuspension de sédiments. Mais par contre, dans l'aimant, on obtient des vitesses de l'ordre de 10 cm par seconde qui commencent à être suffisantes pour faire de la resuspension. Et donc, ça a déjà été un peu observé que pour certains événements où le courant est très fort, il semble qu'il y ait des sédiments qui soient
soit resuspendu en fait par le courant. Donc c'est ce que François Métra regarde pour le Léman, mais c'est pas encore très bien compris. Il semble que ça soit pour certains événements très forts, mais donc c'est possible si le courant il est fort. Après, ce qu'on aimerait aussi un peu connaître, c'est l'effet que ça a quand il y a l'intrusion dans la zone pélagique, parce que justement, souvent, c'est là qu'on a un fort gradient. Si on regarde, par exemple, les nutriments ou les gaz, souvent dans l'hypolymion, c'est là qu'il y a des fortes concentrations de nutriments ou de gaz. Et on a l'impression que le courant, quand il s'introduit comme ça à la base de la couche mélangée, il peut créer un peu de turbulence et il peut augmenter en fait le flux vertical, un peu ce qu'on aurait quand on a un upwelling, c'est un peu la même chose. Mais ça, c'est encore très peu compris. Donc malheureusement, on n'a pas trop de mesures pour regarder ça. Ça serait quelque chose à regarder plus dans le futur. Et la deuxième question, c'était par rapport à différents types de polluants. Polluants de matière, enfin, en gros, dans quelle mesure ces courants en fait, pourraient avoir un impact à intensité variable selon je sais pas, des polluants, des substances, enfin, Ouais. qui auraient par exemple, je sais pas, qui seraient plus absorbés par la matière Ouais. enfin, des choses comme ça. Oui. Qui seraient En fait, le paramètre clé, on va dire, ça va être le temps, je ne sais pas comment on l'appelle, le temps caractéristique, on va dire, de dégradation du polluant. Donc, si c'est un polluant qui est dégradé très rapidement pour une raison ou une autre, il y a peu de chances que le courant va impacter le transport du polluant. Donc, en fait, il faut comparer ce temps de dégradation par rapport au temps du transport du courant. Donc, dans notre cas, on a vu, par exemple, pour l'oxygène et le méthane, on a aussi regardé le méthane. Dans le cas où le méthane est oxydé, donc il consomme de l'oxygène, en fait, le temps qu'il faut pour consommer tout l'oxygène, il est plus long que le temps qu'il faut pour le courant pour transporter l'oxygène vers le milieu du lac. C'est pour ça qu'on observe un transport directement. Mais évidemment, si c'est un polluant qui se dégrade très rapidement, il y aura beaucoup moins d'effets. Donc, c'est ça à comparer, ouais, ces deux périodes, ces deux temps. Oui, j'avais juste une question. Oui, je me posais justement une question par rapport, tu as montré quand même en diamètre littoral, c'est un phénomène assez fort et conséquent. Et dans le deuxième point de mesure, vous avez quand même retrouvé des intrusions, mais d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas eu de mesure plus au milieu du lac. Et du coup, je me posais la question un peu, est-ce qu'il y a moyen de savoir possible jusqu'où ce courant peut influencer ce qui est après la zone pélagique, quoi. Exactement. C'est précisément ce que j'aimerais que ça soit fait par la suite. En fait, c'est ce qui reste à faire. Regarder en fait jusqu'où le courant va. On a fait en fait des mesures au point le plus profond du lac. Donc, ça reste un petit lac. Donc, c'était à 1 kilomètre des rives. Hein. C'est pas comme le Léman, évidemment, mais quand même 1 kilomètre. Et on a observé aussi le courant, je ne l'ai pas montré ici, mais on a vu qu'il se propageait jusqu'au milieu du lac. On sait aussi que quand il y a des rivières, par exemple le Rhône au Léman, on observe la signature du Rhône très très loin de l'inflow au bout du lac. Mais en fait, ce qui va modifier jusqu'où le courant va, en fait, ça va être ça dépend en fait de deux choses. Ça dépend de la vitesse évidemment du courant, et puis ça dépend du mélange qui se crée. Donc en fait, si le courant se dilue plus ou moins vite. Donc ça va dépendre de la différence de densité entre le courant et puis l'eau ambiante. Et donc là, à mon avis, je pense qu'il y a pas mal de différences par rapport aux rivières comme le Rhône, où il y a une plus grande différence de densité. Donc le Rhône peut vraiment avoir une grande signature très très loin. Je ne pense pas que ces courants peuvent avoir une telle signature. Il faudrait qu'ils soient vraiment très denses, ce qui est peu probable. Mais je pense qu'ils peuvent quand même aller assez loin. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait étudier, évidemment. Ouais. Du coup, on va prendre des questions en ligne aussi pour varier un peu. Samuel, tu avais une question? Oui, donc merci pour cette présentation très, très claire. J'avais deux questions en fait. La première, c'est, alors tu l'as peut-être dit, mais donc les courants horizontaux, là, c'est quelques centimètres par seconde. Par rapport la gamme d'échelle des courants verticaux, plus classique, c'est quel ordre de grandeur c'est? J'en ai aucune idée. Donc, je peux poser cette question. Et la deuxième question, c'est
est-ce qu'il est envisagé, notamment dans le cas de futures prédictions, de prendre en compte une certaine espèce comment dire, de longueur de rugosité du fond, par exemple de la zone littorale, parce qu'on peut imaginer que dans deux lacs strictement identiques, l'un où on a une zone littorale complètement dénudée, un fond lisse, et une autre où on a une zone littorale qui est comment dire, colonisée par une végétation dense ou même des gros blocs, etc. Dans un cas, le courant de densité va pouvoir se mettre en place très facilement sans, comment dire, avoir d'énergie dissipée par justement cette friction avec cette végétation ou ces blocs. Et est-ce que c'est pertinent et est-ce que c'est quelque chose qui serait prévu d'être pris en compte et qui pourrait beaucoup jouer? Alors, par rapport à la première question, alors quand on pense aux flux verticaux, en général, moi j'ai plus en tête pas vraiment des flux advectifs, donc pas vraiment des courants verticaux, mais plus des flux de turbulence, on va dire, de diffusivité. Donc, par exemple, si on imagine, il y a des ondes internes, où il y a cette convection verticale qui crée un mélange vertical. Après, on l'exprime en général comme un flux de diffusivité. Donc, on a un coefficient K qui dépend en fait de l'intensité de la turbulence et puis qui crée un flux vertical. Alors, en tête, après, évidemment, ça dépend de certaines périodes. Mais si je dis pas de bêtises, ce flux vertical, il va être un peu du même ordre de grandeur que le flux horizontal de dispersion que j'ai présenté dans la présentation, donc qui était un ordre de grandeur plus petit que le flux qu'on a observé, le flux advectif. Donc en général, les flux verticaux, ils vont être plus faibles parce qu'ils ne sont pas dus à un flux advectif d'un courant, sauf si évidemment il y a vraiment un phénomène particulier, je ne sais pas, des eaux souterraines qui sont apportés en profondeur et qui créent un flux vertical. En général, ça va être des flux diffusifs qui vont être plus faibles. Après, par contre, il va y avoir, dans le cas des ondes internes, dans le cas du vent, il va y avoir des flux advectifs aussi, mais aussi horizontaux. Et là, évidemment, on parle de courants qui sont beaucoup plus forts. On peut avoir des courants de l'ordre du mètre par seconde, par exemple, s'il y a beaucoup de vent. Donc, par rapport à nos quelques centimètres par seconde, évidemment, c'est autre chose. Mais ça va être surtout un processus horizontal. Par rapport à la deuxième question, la rugosité, oui, ça va jouer un rôle, évidemment. Alors ça a été beaucoup étudié en laboratoire pour les courants de gravité en général. C'est même encore étudié actuellement. L'effet de la rugosité sur la propagation du courant. Et donc, c'est montré que oui, si la rugosité elle est plus élevée, donc par exemple, s'il y a des macrophytes ou de la végétation, le courant il va être détruit beaucoup plus facilement. Et en fait, c'est des mesures, on a fait des mesures dans un lac de montagne au début, où on pensait observer le courant et on avait du mal à l'observer et on pense que c'était dû à ça, au fait qu'il y avait beaucoup de macrophytes et que le courant était détruit. Donc, c'est quelque chose qui demande encore plus de recherche. Je pense qu'on peut appliquer ce qui est connu en laboratoire pour les courants de gravité. On pourrait l'appliquer pour ces courants-là. C'est aussi ce que François Métra regarde par rapport au moule quagga dans le Léman. Il pense qu'il peut y avoir aussi une modification de la rugosité qui peut aussi affecter ces courants-là. Ouais. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Dans la salle? Benjamin? J'avais une question. Au début de la présentation, vous avez montré un moment une photo du zooplancton. Oui. Alors, je n'ai pas pris le temps de lire ce qu'il y avait Oui, écrit. oui. Mais je me posais la question, en fait, est-ce qu'on pourrait envisager que ces courants autour de long du littoral, en fait, pourraient impacter la migration verticale du zooplancton? Parce que vous avez montré que c'est notamment entre la fin de la nuit et le début de la journée, en fait, notamment au moment en fait, où ils redescendent. Donc, voilà, est-ce que ça pourrait impacter ce comportement de migration verticale? Oui, exactement. C'est précisément ce que cette étude a supposé. Donc, ils n'ont pas vraiment mesuré.
mais ils ont mesuré cette migration verticale du zooplancton et ils ont vu qu'en fait, il n'y avait pas qu'une migration verticale, mais qu'il y avait aussi une migration horizontale journalière du zooplancton. Et ils ont essayé de relier ça au courant avec, je crois qu'il y avait un traçage, ils ont mis des colorants en fait dans le lac pour voir. Ils ont observé qu'il y avait un courant horizontal et ils ont supposé que ce courant-là était bien un siphon thermique. Donc, ils ont mentionné que le siphon thermique pouvait avoir des applications, mais il faudrait, je pense, avoir des mesures un peu plus détaillées du courant en même temps que les mesures de zooplancton pour vraiment en être sûr. Ça reste quand même une hypothèse. Mais a priori, oui, il peut y avoir un impact. Et oui, exactement, comme il devient plus intense dans la matinée, c'est à ce moment-là, en général, qu'il y a cette migration verticale. Donc, ça serait quelque chose de vraiment intéressant à regarder. Ouais. Ouais. Moi, je voulais savoir si tu avais vu des choses dans la littérature sur les poissons, du coup, soit la migration, pareil, horizontale, verticale, ou alors soit sur les périodes de reproduction. Moi, quand tu parles en fait de ces phénomènes-là, ça me fait penser en fait au déterminisme de la phénologie de la reproduction, en fait, par exemple pour le corégone ou peut-être pour le chevalier. Ce refroidissement, ça pourrait avoir un impact sur leur période de reproduction, par exemple. Donc, je ne sais pas si tu as vu des choses. Alors ça, non, j'ai vraiment rien vu sur les poissons. C'est vraiment les seules études qui ont regardé un peu les impacts qu'il y a, c'était sur le zooplancton et sur les nutriments. Mais ça reste vraiment des suppositions, donc ça n'a jamais été vraiment mesuré, quantifié. Mais oui, ça serait intéressant de regarder sur les poissons, parce que la période de reproduction, en général, c'est novembre, décembre, tu vois, donc ça matche bien, ouais. Et on a du mal à vraiment faire le lien avec les températures en zone de surface, tu vois, et de prendre les températures pélagiques, au milieu du lac, c'est trop éloigné, donc ça a peut-être un impact, en fait, sur... Alors après, les températures, elles restent quand même... c'est des différences qui sont assez faibles, en général. Si je montre du coup, les gens sur Zoom ne voient plus l'écran. Ok, ça fait planter pour. Oui, en général, on voit que c'est de l'ordre entre, on va dire, dans le courant par rapport à au-dessus du courant, ça va être 0,2, 0,3 degrés d'écart. Donc, c'est pas très fort. Après, dans le cas du Léman, je pense que c'est quand même plus élevé. C'est des différences plus parce élevées. Que je me souviens de la présentation qu'il y avait eu, ça paraissait assez important pour que ça puisse peut-être qu'on voit créer un d'ailleurs. impact. Ouais, ça va varier entre les lacs. Je crois qu'on le voit dans. Ici. Ici, c'est de l'ordre d'1 degré. C'est un ordre de grandeur. Et du coup, ça, en fait, ça peut permettre, tu dis que c'est pas énorme les différences en termes de température que ça peut induire, mais après, ça peut aller dans le sens d'un refroidissement des lacs et du coup, un peu de lutte contre le changement climatique. Et du coup, l'artificialisation des berges avec des pentes peut-être qui sont moins importantes, ça pourrait avoir une influence et ça peut faire partie peut-être des recommandations qu'on peut avoir pour... je sais pas. Après, je ne sais pas l'artificialisation. Oui, je ne sais pas l'artificialisation, si ça a un impact sur la pente. J'imagine que c'est vraiment les berges en elles-mêmes. Là, la pente qui compte pour le courant, ça va être la pente entre la rive et puis la zone pélagique. Donc, j'imagine qu'elle est peu modifiée par ça. Par contre, oui, c'est un peu ce qui a été vu pour le Léman, par exemple, qu'il y a
ce type d'échange en fait qui se produisent à plus grande échelle entre le petit lac et le grand lac au Léman. Et donc ça semble être la raison pour laquelle le Léman s'est complètement mélangé en 2012, par exemple, l'effet de ce type de courant. Alors là, c'est plus un courant entre les rives vraiment et entre oui, voilà, c'est entre deux bassins du lac, donc c'est un courant de plus grande ampleur, mais le processus est le même, hein. C'est un refroidissement différentiel aussi. Et donc ça, c'est vrai que ça peut du coup créer un mélange qui est bénéfique pour le lac. Après, il y a aussi la question, quel va être l'effet du changement climatique sur ces courants-là, qui est encore pas du tout étudié. C'est pas évident de répondre parce que d'un côté, la période de stratification des lacs, elle va être plus longue, mais d'un autre côté, on voit que quand c'est stratifié, c'est là que les courants sont les plus forts, puisque du coup, c'est là qu'il y a un refroidissement très élevé à la surface. Donc, si on imagine que les lacs se réchauffent, on peut penser qu'il va y avoir un refroidissement plus élevé et donc des courants plus forts. Mais d'un autre côté, le lac il va être plus stratifié, donc peut-être ces courants vont se produire plus tard dans l'année. Ça reste vraiment à étudier, quoi. Ça, on ne sait pas trop. Oui. Du coup, les courants induisent un flux de matière, etc. et de température aussi. Et est-ce que ces flux, ça permet une sorte d'homogénéisation du lac, de la température, tout ça? Oui, Exactement. Entre l'homogénéisation horizontale entre les rives et le milieu du lac. Ouais. Oui, exactement. Bah, c'est vraiment ça, puisque ça crée un échange. Donc, ça va transporter, s'il y a un gradient, en fait, par exemple, de polluants, on voit que les polluants qui sont concentrés vers les rives vont être transportés vers le large. Et si on a un gradient opposé, donc des polluants qui sont concentrés dans la zone pélagique, vont être transportés vers les rives. Ça a tendance à homogénéiser les du coup, différences. question Ouais. est-ce que ça a un impact positif ou négatif par rapport à tout ce qui est population planctonique? Donc ça va dépendre, en fait, ça va dépendre du processus qui nous intéresse. Je pense que ça peut avoir un effet bénéfique ou néfaste. Donc si on regarde le polluant, il va être transporté au milieu du lac, donc ça peut avoir un effet néfaste sur les populations. Par contre, si on regarde le cas de l'oxygène, on va apporter de l'oxygène en profondeur et puis au milieu du lac, et des fois à des régions qui sont peu oxygénées. Et donc, c'est la thermocline où il y a aussi beaucoup d'espèces qui se développent, je crois. Je n'ai pas beaucoup de connaissances en biologie, mais je pense qu'il peut y avoir des effets bénéfiques dans ce cas-là. Ouais. Ghislaine, tu avais une… Oui, moi, déjà, merci pour la présentation hein, qui était super intéressante et vraiment très, très agréable à suivre. Il y a 3 questions là qui me sont venues, des questions de Candide, hein, puisque je précise, je ne suis pas du tout ni écologue ni biologiste, hein, puisque je fais de l'informatique. Et donc, ma première question, j'ai été un peu étonnée que le terme inertie soit jamais venu dans le discours, en fait. Parce que, OK, il y a un retard quelque part du refroidissement en journée, de ce que j'ai compris, mais enfin, pour moi, le premier terme qui m'est venu en tête, c'est le côté un peu inertie, quoi. Oui, c'est totalement juste. Oui, en effet, on parle d'inertie. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Parce mais que j'imagine qu'après, il y a un peu des théories qui peuvent être… de regarder ça sous la forme de l'inertie, j'imagine que ça peut générer après de nouveaux questionnements, quoi. C'était un peu ça mon idée derrière. Bon, j'attends pas forcément une réponse, mais c'est vrai que ça m'a un peu étonnée de ne pas entendre une seule fois ce terme, quoi. Oui. Non, c'est vrai que j'aurais pu le mentionner. Après, je m'étais dit, ça fait peut-être un peu jargon de parler de ça, mais c'est vrai, oui, c'est totalement correct. On en parle, on dit que le processus a de l'inertie, parce que justement, il est toujours décalé par rapport au forçage. Donc, quand le refroidissement commence, le processus commence après, mais aussi quand le refroidissement s'arrête, le processus ne s'arrête pas en même temps. Il va s'arrêter plusieurs heures après le refroidissement. Donc, oui, c'est tout à fait correct. Ok. Alors après, peut-être que c'est moi qui n'ai pas entendu, hein, mais est-ce qu'on a une idée de la largeur finalement des courants? Parce qu'il peut y avoir plusieurs courants, j'imagine, sur un lac. Est-ce qu'éventuellement ils se rejoignent? Est-ce qu'on connaît la largeur? Et lié à cette question, en fait, j'avais cette problématique là des boucles d'eau qui sont en train d'être développées actuellement dans les villes.
où j'ai compris que ils allaient récupérer de l'eau du lac pour réchauffer ou refroidir du reste les villes, avec un rejet ensuite dans le lac d'une eau à température plus froide. Et donc je me dis que déjà rien que ces boucles d'eau là, ça va générer du courant. Et voilà, c'est pour ça, pour moi, c'est lié un peu à un questionnement par rapport à la largeur aussi de ces courants. Est-ce que ces boucles d'eau vont avoir finalement de l'influence parce qu'elles risquent de se développer de plus en plus? Est-ce que voilà, ce questionnement-là, il est un peu dans les esprits des gens qui travaillent là-dessus ou pas? Alors, oui, par rapport à la largeur, c'est une très bonne question parce que c'est aussi quelque chose qu'on avait voulu regarder un peu, mais ce qui n'est pas facile à regarder parce que justement, ça veut dire qu'il faudrait déployer des instruments le long des rives pour pouvoir regarder ça. Donc, la meilleure façon de regarder, c'est plus avec ces modèles numériques qui reproduisent l'ensemble du lac. Comme ça, on peut regarder comment le courant, en fait, les différents courants qui partent des différents endroits. Et on s'est rendu compte que oui, ça va dépendre en fait de la forme des rives. Donc, au Léman, ils avaient fait des mesures à l'époque aussi le long des rives, quand la rive était plus ou moins uniforme. Et donc, ils ont observé que ça faisait différent. Donc, ce n'est pas un seul courant qui descend. Ça va créer des courants plus ou moins rapides selon les endroits. Donc, il va y avoir des courants le long des rives, mais qui vont se former à différents endroits et qui vont se rejoindre exactement plus au large. Et donc, c'est ce qu'on voit aussi dans cette simulation. On voit que quand les rives sont peu profondes, ça crée deux gros courants. Mais les rives qui sont très, très pentues, donc les rives nord et sud là, du lac, ça va créer des petits courants qui vont tous se rejoindre plus au loin. Donc, voilà, là on voit bien. Donc, ça crée, il y a vraiment plusieurs courants qui sont créés le long des rives et qui vont se rejoindre, mais c'est encore très peu compris en fait, leur amplitude et leur largeur. Ça, il faudra avoir plus de modélisation de ce type-là pour regarder ça. Et par rapport à ces boucles d'eau, pompage et puis injection, alors oui, en effet, ça peut créer du mélange vertical. C'est aussi ce qui est le cas des pompages quand il y a des barrages pour la production hydroélectrique. Il y a souvent aussi du pompage entre deux réservoirs, par exemple, et qui peuvent modifier. C'est le cas, par exemple, l'eau du Léman est pompée vers Montreux, dans un lac de barrage qui est en montagne, et ils pompent de l'eau en surface, donc de l'eau qui est assez chaude, et ils la mettent en profondeur dans ce lac de barrage. Donc, c'est de l'eau qui est beaucoup moins dense que l'eau du barrage, et donc ça va créer un mélange vertical. Donc ça, c'est sûr que ça va créer des mélanges, mais qui vont être plus, si je ne me trompe pas, ça va être plus du mélange vertical que horizontal, comme ce qu'on regarde dans le cas avec ce courant-là. Et donc, en général, ce qui est fait, c'est pour le design de ces pompages et réinjections, en général, on essaye de réfléchir à ça et de remettre l'eau à une profondeur où la densité de l'eau est plus ou moins la même que la densité où on réinjecte, pour réduire un peu ces effets de mélange qui peuvent être néfastes selon ce qu'on regarde. Mais évidemment, c'est toujours quelque chose de compliqué. Donc, ça va être aussi un processus qui va créer du mélange, oui, en effet. Merci. Ok, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être la place pour une dernière, mais on peut conclure peut-être. Merci à tous. Merci Tommy. Merci à vous. Et puis, s'il y a d'autres questions, peut-être tu pourras répondre Oui, par mail. exactement. Ouais, n'hésitez pas. Tu as mon email. Ouais, je pense qu'ils peuvent te trouver aussi. Oui, sur le site de l'EAVAC. Merci, au revoir à tous et toutes. Bonne journée. Merci. Merci pour les Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Oui.